Philippe Druillet, c'est un peu particulier. Parce que Philippe Druillet, en fait, c'est pas une de mes influences du tout, quoi. Et quand j'ai commencé les Chroniques de la Lune Noire, j'avais Froideval qui me sortait toute sa collecte de Druillet tout le temps, en me disant ah, lui, comment il bosse, au moins c'est bien, tout ça, bosse, espèce de feignasse. Et du coup, j'ai commencé à avoir un rejet pour Druillet. Et puis dès que je sortais un dessin, on me disait ah, c'est du Druillet. Alors, du coup, j'ai complètement arrêté de regarder ce qu'il faisait, quoi. Et donc, moi, mes influences, elles viennent de complètement ailleurs. Hein. Mes influences, c'est le cinéma fantastique des années 90, c'est les illustrateurs anglais, américains. J'étais un dingue de comics quand j'étais môme. Et puis ensuite, il y a toute la peinture fantastique, visionnaire, etc. Et je suis retombé sur le travail de Druillet, en fait, par le biais de ce qu'il faisait en sculpture. Parce que ces sculptures, elles me plaisaient vraiment beaucoup. Et là, j'ai commencé à me réintéresser à son travail par ce biais-là, quoi. Et puis, j'ai fini par le rencontrer. Et puis, bon, j'ai vachement apprécié le type, quoi, qui est quand même très sympa, quoi. Donc, une fois que j'ai fait tout ce processus, c'est vrai que maintenant j'ai ces bouquins, bon, bah, on est frères, quoi. Il y a plein de visions, soit qu'on a eu tous les deux, soit que j'aurais pu avoir, soit il y a ce côté comme ça, un peu grandiloquent, un peu, je sais pas, lui ses influences ça va être plutôt Gustave Doré ou choses comme ça, et bon, moi j'adhère complètement, quoi. Donc il y a comme ça, c'est marrant, hein, c'est une sorte de rencontre, parce qu'on n'est pas de la même génération non plus. Mais, même moi, par rapport à mes contemporains, le travail que je fais, c'est pas si commun que ça, quoi. Donc, on a des personnalités comme ça qui font que ça se ressemble, quoi. Il y a un mélange comme ça de grandiose, de violence aussi. Hein. Bon, je sais pas d'où ça lui vient lui, d'où ça me vient moi, mais il y a une fraternité comme ça. On s'est rencontrés, à une table, hein, ouais. Bah, de toute façon, dans ce métier, si voilà. ça ne décolle pas, on ne peut pas faire autrement. Mais nous appartenons à une famille très précise. C'est pour ça que j'ai mis dans les mémoires de Délirium la phrase d'Audiard, grâce au fêlé, la lumière peut passer. Et Olivier, comme moi, nous appartenons à un monde identique, chacun avec sa personnalité, avec des racines. Alors on me dit, Olivier est un enfant de Druillet. Et moi je suis un enfant des autres précédents. Si j'ai construit ce que j'ai construit, c'est que j'ai eu des influences avant. Et la beauté de ce genre de choses, c'est la transmission graphique et c'est la générosité de notre travail, tu vois. Donc lui, ça fait partie des auteurs que j'aime bien parce que c'est un feignant, il n'y a rien, hein. C'est vraiment bâclé, il n'y a que dalle, c'est tout, bon voilà. Moi je suis effaré par sa technique. J'ai vu ses peintures, je suis complètement fou là-dessus, très étonnant. Et bon, je connaissais ton boulot, notamment avec Froideval et compagnie, La Lune Noire et tout. Ouais. Puis j'ai vu que dans certains trucs, tu parles d'Oberon, de Titania et compagnie. Ça vient de Shakespeare, qui sont Julie d'été. Tu t'en es inspiré. Et nous sommes tous des enfants de Lovecraft, des enfants de la science-fiction, à notre manière. Ce qui est drôle justement, c'est que alors toi ça a été à travers le jeu de rôle et toi avec la littérature, mais on sent Moorcock, Lovecraft, on sent les mêmes chocs fondamentaux chez vous et qui sont justement des auteurs qui faisaient travailler l'imaginaire et il n'y avait pas de support graphique. À l'époque où tu as découvert Lovecraft, personne encore vraiment n'avait essayé d'illustrer Cthulhu, etc. Et donc ce qui me frappe, c'est que ce sont des auteurs qui font appel à l'imaginaire et qui pousse le lecteur à inventer lui-même les formes qu'on lui décrit. Et du coup, vous les avez retranscrites. C'était quelque chose qui vous stimulait plus finalement que les dessins des autres en fait. Mon déclenchement personnel, j'étais gamin, je suis né en 44, et dans la loge de concierge, une dame qui habitait dans l'immeuble m'a filé du Robinson, Mickey au plat, du Robinson d'avant-guerre. J'ai découvert Flash Gordon, Luc Bras de Fer, et tout ça. Et je me suis dit, très tôt, j'ai dit la bande dessinée est un art du futur, ça sera un art important, c'est capital, mais il faut le sortir d'une enclave qui était l'Osfeld,
qui quelque part était un précurseur. Barbarella, Jean-Claude Forest, c'était un des premiers qui a eu un film. Il savait sculpter, il savait peindre, il savait écrire, il savait dessiner, bien entendu. Mais l'art. Donc je me suis dit, ça y est. Mais simplement, moi je m'étais dit, on ne peut pas rester dans un ghetto mondain de 4 ou 5 000 ou 6 000 exemplaires. Il faut que ça soit dans un milieu populaire. Et l'idéal était ce que voulait Goscinny, de créer un journal moderne. Et ça a été ma génération pilote, et ensuite Métal Hurlant, géré par Jean-Pierre Dionnet, qui était l'âme absolue du journal, parce que c'est lui qui a inventé la nouvelle génération de dessinateurs. Donc c'est l'histoire d'une vie graphique, mais c'est aussi l'histoire d'une vie sociale. C'est une évolution. Parce qu'avant 68, en France, ça c'est ma génération, pas celle d'Olivier, franchement, c'était pas évident. Mais on parlait doucement de Ray Bradbury. C'est le seul qui passait. Lovecraft, Cocteau avait écrit là-dessus. Ça passait à peu près. Quant au cinéma, inutile d'en parler. Moi, à l'armée, j'étais le débile mental parce que j'aimais la science-fiction, le fantastique et le cinéma. Mais un jour, il y a un problème énorme. Il y a notre ami Stanley Kubrick qui fait 2001. Alors, tous les intellos de radio, de presse ou trop du cul serré, là, ils se sont dit, c'est pas possible. Kubrick, on peut pas attaquer. Et Kubrick a collaboré quelque part en parallèle avec notre génération, la mienne et la sienne ensuite, à l'ouverture. Et le cinéma ensuite s'est servi abondamment de la bande dessinée d'une manière absolument incroyable. Et pas uniquement chez Monsieur Drouillet, je suis désolé, sur tout le monde. L'usine à pillage était en route. Et en même temps, ça a permis de nous faire accepter, de nous faire comprendre et d'avoir une filiation avec des lecteurs, des passionnés et tout ça. Mais en même temps, nous avons tellement alimenté le cinéma international que nous n'avons pas à nous plaindre. Si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Et par contre, le pognon, là, on l'a pas. Tu es d'accord avec moi? Ah oui, c'est vrai. Voilà, c'est vrai. vrai. On n'est pas là pour se plaindre, tout va très bien, merci. C'est vrai. Non, c'est vrai que grâce à ça, nous, on se posait pas la question, quoi. La voie était déjà ouverte. Moi, c'était tout le cinéma des années 90, 80, 90. Moi, je suis arrivé à lire de la BD. Bon, je suis un peu plus jeune. Pilote, c'était déjà fini, quoi. C'était en train de se finir. Le Métal Hurlant, ça, c'était en train de se finir. Mais bon, on avait toute la vague de jeux de rôle, quoi, qui arrivait. Tout ce qui était Lovecraft, justement, Tolkien, Moorcock, tout ça. Ouais. Donc la voie était quand même ouverte, quoi. Nous, on était déjà dans une voie parallèle. Nous avions vos pères. Et c'est vrai ce que tu dis, quand les chroniques sont sorties, les libraires y croyaient pas parce qu'ils n'avaient pas vu venir le jeu de rôle. Et en fait, on était des centaines de milliers à jouer chez nos parents, quoi, et à être fans de tous ces trucs-là. Et à l'époque, c'était la BD historique, ils n'ont pas vu venir la vague, quoi. Le gros avantage avec la BD, c'est qu'on le fait tout seul ou à deux, quoi. Donc, au niveau expression personnelle, c'est un truc que tu vas de moins en moins retrouver parce que c'est moins cerné par les commerciaux. Il n'y a pas de type qui... Moi, j'ai bossé dans le jeu vidéo, je sais comment ça se passe. T'as toujours un commercial de péta ou schnock qui vient de dire moi, je veux que les chaussures soient bleues, je veux que, etc. Tandis que nous, on est quand même relativement peinards, donc on peut s'exprimer à loisir et continuer de faire de l'artisanat, quoi. Ça, c'est important parce que ça sort d'une seule personne. Tandis que tous ces trucs qui sont faits en images de synthèse, bon, bah, t'as un type qui va faire les cheveux, etc. C'est un truc qui, quand même, on est des survivants quelque part parce que si à ton époque, ça avait du mal à se mettre en place, maintenant, on est un peu les seuls à continuer de faire ce genre de truc, quoi. Ça, moi, j'y tiens, quoi. Le côté, c'est pour ça que je veux pas bosser en studio, je veux pas déléguer, je veux faire mes couleurs, je veux faire mes couvertures. Je fais mes dessins de titres, de couverture, etc. J'aime bien tout faire, quoi. Tu étais à l'école chez Nicolet? Non, moi je suis pas allé à l'école. Ouais. Je suis autodidacte. Ouais, je suis autodidacte. Ouais. J'ai une expo avec François Avril, qui lui a fait les écoles. Moi, je travaille comme un cochon. Hein. Les planches, il y a des traces de saucisson, de pâté, de machin, tout ce qu'on veut. Quand tu vois les planches de Gottlieb, c'est comme de clair, net et précis. Mais c'est la liberté. Alors par contre, quand tu es autodidacte, tu as un problème. Comme tu n'as pas fait d'études
tu t'emmerdes sur des problèmes d'anatomie qu'on t'apprend en première année. Là, tu es obligé de les réapprendre. Je sais que la première page des 6 voyages de Trône du Dieu Noir, pour le visage de Sloane, c'est pathétique, j'ai dû mettre 3 jours. Je me suis dit, Fifi, ça a peut-être temps quand même d'évoluer un petit peu. Et puis être autodidacte aussi, c'est en même temps ne pas être formaté dès le départ. Passer par les écoles quelque part, ça fait que beaucoup ont une base commune, justement, d'anatomie. Dans les écoles, tu as 2 types. Tu as des enseignants qui sont fabuleux, qui t'apprennent des choses de base. Par contre, tu as parfois, ce qui n'est pas le cas de Nicolet, tu as des artistes plus ou moins ratés et qui t'infligent leurs pensées. Et donc ce prix à la liberté, il est exact, il vaut mieux s'enfermer, mais ce qui ne nous empêche pas d'avoir de la documentation, d'avoir de la mémoire, d'avoir des livres que nous avons connus ou des bandes dessinées qui nous influencent, et ça nous construit, et nous sommes libres dans notre travail. Vous faites partie des auteurs chez qui la case est presque secondaire, la page est plus importante que la case, et ça fait plus penser à soit aux romantiques qui surchargeaient beaucoup de grandes fresques, soit quelqu'un comme John Martin qui faisait des peintures... 6 mètres sur 8, 8 mètres sur 6, pardon. Donc, avec dans la salle, comment dire, au musée d'Angleterre, je crois que c'est la National Gallery, et tu as Richard Dad qui lui a 9 cm de haut sur 12 cm en bas. C'est aussi chargé que John Martin. Par rapport à l'influence de la peinture, moi j'étais de province dans un coin à HLM, etc. Donc, ce que j'avais à disposition, moi, c'était le bar tabac et le Monoprix, tu vois. Et en fait, il y avait les BD qui sortaient au bar tabac. Alors j'ai arrêté de manger jusqu'à ce que le Strange sorte, ou le Rahan, et choses comme ça. Et ensuite, j'allais au Monoprix et je regardais des pochettes de disques de hard pendant des heures, quoi. Donc moi, toute ma culture de dessin, quand je retrouve mes cartons à dessin d'enfants, c'est ça. Je reproduisais les pochettes d'Iron Maiden, etc. C'est comme ça que j'ai découvert Frazetta. Et puis c'est comme ça que j'ai commencé à m'y mettre, quoi, à dessiner des types d'Heroic Fantasy. Et il a fallu après attendre nettement plus tard que je vienne à Paris faire des études. Pour comprendre que il y avait autre chose, c'était les copains qui me disaient tiens, il y a le jeu de rôle, etc. Et puis là on est allé au Puce de Saint-Ouen, il y avait des boutiques de BD, des choses comme ça, où là j'ai acheté tout ce qu'il y avait, les Bernie Wrightson, les machins comme ça, quoi. Mais tu te formes avec ce que t'as, quoi. À la maison on n'avait pas spécialement de livres de peinture. C'est des choses que tu découvres par toi-même, quoi. Moi, j'ai adoré toute la période Klimt et les symboliques, comment il s'appelle celui qui a fait l'île des morts là, Arnold Böcklin. Böcklin, voilà. Qui a influencé le monde entier. Exactement. Ouais, non mais moi, c'est des types vraiment qui m'ont marqué, quoi. Et avant d'avoir lu qui c'était, leur vie, etc., quoi. Il me parlait, quoi, ces gars-là. Il me parlait carrément. Donc, je pense que à la limite, que quoi que t'aies sous la main, quand t'as envie, quoi, ça te touche, et puis tu sais pas par quel tuyau le faire sortir. Donc c'est à ce moment-là que tu te nourris de ce qui te tombe sous la main pour pouvoir t'exprimer, quoi. Ouais. Chez Olivier, tu as une nette influence de Mucha. On est d'accord? Oui. Les premières affiches de Jean Rollin, c'est quoi? C'est de Mucha. Donc nous avons su, avec notre innocence, notre non-enseignement, à retrouver par le flair et le désir de survivre, retrouver la trace de ceux dont nous avions besoin. Et donc il faut savoir, nous avons besoin de racines. Et là, l'inconscient de l'artiste, et ça c'est valable pour nous deux et pour d'autres, tu as besoin de retrouver des traces, et il y a une sorte de détective presque de avoir, en dehors de la littérature et du cinéma bien entendu, un inconscient qui nous amène à ce que nous avons besoin. Quant à Böcklin, qui est quand même une peinture fabuleuse, Libération avait fait un article il y a des années sur les fans d'Arnold Böcklin, car cette peinture a été un succès mondial. Des centaines et des centaines de reproductions, des faux et compagnie. Et ils avaient fait la liste des admirateurs d'Arnold Böcklin. Il y avait les Stones, c'était très bien. Il y avait Salvador Dali, c'était très bien. Ils m'ont cité, c'était très bien. Et il y avait Adolf Hitler. Bon, alors là, il y avait un petit bug. Et c'est quelque chose d'incroyable parce que c'est un mythe. Et moi, j'ai grandi avec.
et c'est dans le travail d'Olivier, c'est dans le mien. Parfois, quelqu'un, sur une simple toile, peut projeter un inconscient qui touche tout le monde et qui est quelque chose de générateur. Et à travers ça, tu grandis, tu explores et tu ouvres. Mais Böcklin, pour nous, est un symbole absolument étonnant. À travers une telle toile, d'écrire un tel univers qui est possible, et je vais le reprendre, si je fais Dante, je redémarre dans l'île des morts. Ça ne me quitte pas. Et j'ai fait plusieurs toiles et j'ai un projet, mais bon, le temps avance. Je voudrais faire une expo un jour sur l'île des morts, détail par détail, comme si je prenais des clichés séparés. C'est fabuleux, c'est extraordinaire, quoi. Ah mais c'est marrant que tu parles de l'enfer de Dante, parce que ça c'est un truc que je voulais faire, quoi. Tu peux. Et puis on a un agent commun, Janine me dit mais non, Philippe il fait déjà le... Mais alors, Alors je dis merde, c'est con ça. Alors, et du coup je me suis rabattu moi sur un truc qui est assez génial aussi, c'est l'Apocalypse de Saint Jean, quoi. Je sais pas si tu l'as déjà lu, ça. oui, notre ami, oui. C'est incroyable, quoi. Oui. Il y a des visions, pareil, complètement Tu as délirantes. un autre bouquin tout à fait délirant de notre ami Victor Hugo, qui est pour un dessinateur, un peintre ou un imaginatif, c'est la légende des siècles. Mm. Page par page, tu as un univers à développer. Je pense que là, on a une influence commune aussi, c'est Gustave Doré, tu vois. Ah bah, un petit peu, oui. Hein, un petit peu. C'est le grand-papa, lui. Hein. Ouais. Les peintures de Gustave Doré et tout, c'est à tomber par terre, quoi, tout ça. En France, il était considéré comme grand illustrateur et mauvais peintre. Or, il avait sa galerie à New York et sa galerie à Londres. Un peintre magnifique. Du coup, quand vous pensez une double page, vous ne pensez pas par case. Est-ce que les cases viennent s'incruster dans un grand dessin? Ça dépend. Ou est-ce que, voilà, puisque pour le coup, c'est vraiment quelque chose qui est spécifique à vous Nous deux. avons un point commun très important, c'est que une page dans un album, quel qu'il soit, n'est qu'un morceau de ce que nous pensons. Elle continue de mettre 50 en haut, en bas, à droite et à gauche. Nous sommes obligés de resserrer, de faire un choix. Mais en vérité, on devrait faire des panneaux de 4 sur 5, comme John Martin. Ça, c'est très étonnant. Est-ce que vous concevez un plan de cinéma dans sa signification comme vous concevez une image de BD? Puisque ça reste... on a une surface dans laquelle on doit placer des choses qui vont vouloir dire des choses. C'est un autre domaine, selon moi. J'ai plein de copains dessinateurs. Je ne sais pas comment tu travailles, toi. J'en connais. D'ailleurs, Dimitri l'a fait pour Babel. Il va de la page 1 à la page 78. Moi, dans tous mes albums, quels qu'ils soient, ça ne va jamais au-delà de 8 pages. Parce que je me dis que ce que je pense le vendredi 12 septembre, le 15 octobre, je penserai autre chose. Donc je me laisse une liberté. Mais moi, en vérité, à part Babel et Delirius avec Jacques Loeb, moi, j'ai pas de scénario. Je raconte une espèce de délire à la Drouillet, à la con, qui part dans tous les sens, mais c'est mon problème. Et je n'aime pas être bloqué. Par contre, quand j'ai attaqué l'album Chaos, je sortais de 2 ou 3 trucs cinématographiques, et je commence à construire, et je me rends compte, étant sorti d'un dessin animé, je me rends compte que je suis en train de faire un storyboard. Je me dis, mais attends, Fifi, là, tu es dans une bande dessinée. Un storyboard, c'est autre chose. Tu dis non, tu resserres. Parce que l'imaginaire dans la bande dessinée, ta construction, elle se passe dans l'intervalle de chaque page ou de chaque image. C'est tout. Alors que le cinéma, bon, chaque seconde compte. Vous avez des univers visuels qui amènent, eux, déjà une histoire, même sans avoir besoin de mots. Du coup, à quel point, comme tu disais, vous faites du mal aux scénaristes aux mots des scénaristes avec qui vous avez travaillé. Qu'est-ce qui est le plus simple finalement? Est-ce que c'est de partir tout seul sans scénariste, ou est-ce que vous chérissez l'apport de quelqu'un d'autre? Les deux ont leurs avantages et leurs inconvénients. Mais en général, quand tu bosses avec un scénariste, souvent c'est quelqu'un que tu connais bien, quoi. Donc avant de commencer à bosser, tu discutes, quoi. Voilà. Travailler avec un bon scénariste, c'est une merveille. C'est une merveille. Parce que c'est un travail d'équipe et on partage les pensées, les choses, les mêmes émotions. Donc voilà, quoi. Je travaillais avec Jacques Loeb à l'époque, j'étais en plein dessin animé. Et Jacques était un bavard merveilleux, il écrivait très bien. Et moi qui sortais du dessin animé, je lui ai dit, écoute, c'est bien, mais là on a une bulle où tu as mis 14 lignes. Je t'assure que sur le timing, en 2 lignes, on peut dire la même chose. On fait le test, et lui qui était quand même un grand scénariste, il me dit, mais tu as raison, comment tu as appris ça? J'ai appris ça par le cinéma.
timing, 1, 2. En 4 secondes, il peut se passer une foule de choses inouïes. Donc résumer, compacter, tu vois. Moi, une des expériences les plus marrantes, quoi, c'est avec Pat Mills, quoi, parce que Pat Mills parle pas le français et moi je parle pas l'anglais, tu vois. Donc excellent début. Ouais. Et mais on est toujours tombé d'accord sans avoir besoin d'échanger, quoi. Moi, je venais avec mon carnet à croquis, puis on avait un copain qui faisait traducteur entre nous, et puis lui il venait avec ses idées. Alors on baragouinait. En fait, en général, on baragouinait jusqu'à je sais pas quelle heure, quoi, parce que lui, il était amateur de whisky aussi. Et bon, après, on rentrait chacun chez soi, et puis on bossait, et on retombait nickel sur ce qu'on voulait faire tous les deux, quoi. Il y avait une connexion, quoi, qui était là, parce qu'on s'entendait bien, on s'aimait bien. Justement, j'imagine que vous deux, dans votre carrière, vous avez forcément eu des envies de cinéma, vous avez toujours des envies de cinéma. Ouais, c'est vraiment culturellement, au niveau de l'imaginaire en France, c'est un truc où ça bloque. Est-ce que vous êtes frustré parfois de ne pas pouvoir franchir ce cap? Non, ben moi, le cinéma, ça m'est jamais trop venu à l'esprit. Parce que je suis un mec d'atelier, moi. Je me vois pas sur un plateau à diriger, à faire des trucs. C'est pas du tout mon objectif. En revanche, bon, bah, je consomme beaucoup de films. Et là, à ce moment, je suis en écriture et moi, je m'inspire maintenant. Je vais essayer il y a des trucs de scénario quand même au cinéma qui commencent à être plus sophistiqués qu'en BD. Il y a des choses plus originales, je trouve, qui se font en termes techniques, quoi. Donc là, moi, je pense je travaille dans cette optique-là. C'est-à-dire en matière de temporalité de narration? Par exemple, ouais. Et puis, si tu veux, tout ce qui est symbolique sous-jacente, quoi. Pourquoi un personnage prend le bus et pas la moto, etc. Bon, il y a une réflexion qui a été faite parce que le cinéma est passé par l'université et par la BD. Jusqu'à maintenant, j'ai toujours fait une BD plutôt instinctive, moi. Et bon, bah maintenant que niveau instinct, je suis allé un petit peu à une limite. Maintenant, j'essaie d'intellectualiser un peu la chose. Et là, bah, je me sens obligé de passer par le scénario de cinéma et choses comme ça, quoi. Ouais. Moi, par contre, j'adore. J'ai eu souvent 50-60 personnes sur des séries télé. J'adore ça, travailler avec les autres. Il y a une forme de générosité. Dans toutes les créations que j'ai faites à plusieurs, je dis toujours, moi je vous propose 70 ou 60% de mon univers. Les 30% qui restent, lâchez-vous, éclatez-vous. Et là, tu as des surprises étonnantes. Ouais, je viens de croire. Voilà, parce que la plupart dans ce métier, c'est des grands, quoi. Ouais, mais toi, tu viens un peu du théâtre, donc tu as un esprit de troupe aussi, Bah, peut-être. Oui, ça doit faire de là, quoi. Mais par contre, j'adore travailler seul aussi. Hein. Ouais. J'adore ça. Tu vois. Maintenant, toute une nouvelle génération travaille au numérique, en dessin. Vous êtes chantre de la matière, et du coup, il y a beaucoup moins le droit à l'erreur, et en même temps, c'est beaucoup plus cohérent avec l'organicité de votre geste de création, qui est justement de ne pas tout prévoir et de laisser place à l'accident. Est-ce que vous avez quand même essayé un jour de tâter du numérique sur le dessin, et est-ce que c'est totalement incompatible avec votre philosophie? Non, voilà. Ça ne m'intéresse pas. Voilà, parce que justement, je n'ai aucun mépris. Oui. Aucun, mais c'est pas mon truc. C'est pas compatible avec votre Moi, philosophie. j'aime bien que, même si quand il fait chaud, que la page colle à la main, ça fait chier. Ou t'as fait le gros pâté, ça fait chier. Mais c'est pas grave, je reste dans. Donc, nous avons la chance aujourd'hui de travailler comme Gutenberg, si j'ose dire, et d'avoir la science des étoiles. Toi, Olivier, moi, j'aime bien faire les maquettes. Quand j'ai fait quelques bouquins dont j'ai fait la maquette, j'aime bien pouvoir contrôler tout ça. Après, dessiner vraiment, non. Moi, j'ai fait pas mal d'incrustations. C'est-à-dire, je dessinais les trucs à part, et puis ensuite, je les intégrais dans mon dessin, dans mes pages de BD. Mais maintenant que je fais plus de peinture, il y a une chose que j'aime bien dans la peinture, c'est que c'est des pièces uniques. Donc, c'est un moment de vie unique, et puis il y a beaucoup de choses dans la peinture qui ne sont pas reproductibles. Donc ça, c'est un truc qu'en infographie on ne retrouve pas, même si tu peux faire peut-être un algorithme pour que ce soit à chaque fois un peu différent, mais c'est quand même pas la même chose, tu vois. Quand tu peux avoir une texture transparente, une autre soyeuse, tout ça dans le même tableau, de toute façon tu peux même pas le refaire en imprimerie, quoi.
Donc c'est ce que j'aime bien, c'est qu'en expo, les gens qui vont voir l'expo, ils voient un truc qu'ils peuvent voir qu'une fois, quoi. Comme quand moi je vais au musée, c'est ce que j'apprécie, quoi, en fait. C'est ce que j'ai compris que j'appréciais par rapport au livre imprimé, quoi. Donc j'aime bien jouer avec les deux, quoi. Je sais qu'il va y avoir la version imprimée, que là je vais pouvoir bidouiller peut-être un petit peu à l'ordinateur, changer un contraste à un endroit, faire des trucs comme ça. Et d'un autre côté, savoir que je vais avoir ma version unique qui sera exposée sur un mur et puis qui va prendre la lumière d'une façon que aucune imprimerie, aucun ordinateur va pouvoir reproduire, quoi. C'est un métier de jésuite, ou c'est le nom de la rose. Par moment, on en a marre, faut finir cette putain de page parce que nous pensons déjà à la suivante. Alors il m'est même arrivé de mettre des caches pour commencer par le haut, pour finir, parce que, et en même temps, quand on a fini, on n'a qu'une envie, c'est de recommencer. Nous sommes des camés à la bande dessinée. C'est le métier le plus chiant et le plus merveilleux qui soit, mais il n'y a rien à faire. On est accrochés à ça comme des fous, quoi. C'est quelque chose de dingue. Et là, j'ai Dimitri qui a repris le chapeau. Moi, maintenant, j'ai envie d'attaquer Dante parce que, j'ai eu un problème d'accident pour que la main se remette en place, mais il n'y a rien à faire, quoi. L'encre de Chine, mais il faut être con. Mais non, c'est un bonheur. Alors, on est maso, d'accord, peut-être maso, mais se faire plaisir, c'est quand même pas mal, tu vois. Si tu veux, la BD, c'est un process artistique en plusieurs étapes, quoi. Normalement, tu as le scénario au départ. En général, le dessinateur, il est là un peu pour massacrer le scénario, quoi. C'est-à-dire, tu le prends, tu le transformes, tu le mets en image, quoi. Et là, tu coupes des textes. En général, moi, je bosse avec des types avec que j'aime bien, donc j'essaie d'être respectueux au possible et de rajouter ma patte dessus. Mais pour l'histoire comment dire, de tout prévoir, moi, j'ai jamais fonctionné comme ça non plus, quoi. C'est-à-dire que je fais mes séquences. Moi, je travaille par séquence, quoi. Et il y a une séquence, voilà, j'ai envie de la teinter de telle idée, etc. Donc je vais avoir tendance à faire tous mes découpages un peu dans le même style, quoi, reprendre une forme de case plusieurs fois, etc. pour vraiment donner une identité à la séquence. Et je me suis aperçu que il y a des choses que tu peux prévoir de longue haleine, mais qu'il faut se laisser une petite part pour le chaos, quoi. Il y a un moment donné, il faut improviser, et en général, quand t'es prêt, là t'improvises bien, quoi. Donc c'est vrai qu'en général, je travaille vachement en amont, et puis une fois arrivé sur le résultat final, en général, je me laisse un petit peu, je me laisse des champs libres à me laisser aller, tu vois, au dernier moment, quoi. Ça, je trouve que ça, parce que il faut avoir une spontanéité, quoi. Si tu travailles trop, ça se raidit. Si tu prévois trop ton coup, ça se raidit. Il faut qu'il y ait un petit peu une petite dose d'erreur. On sente la fêlure du bonhomme. Donc tout ça, il faut que ce soit dans l'impro, quoi. Il faut que ce soit la partie un peu subconsciente qui sorte, quoi, sans que et la laisser en roue libre, quoi. Si nous faisons ce travail, c'est que si nous ne le faisions pas, nous serions des cas sociaux, soit des délinquants ou des psychotiques. Ça, c'est parfaitement clair. Notre travail fait que nous pouvons nous réguler et nous installer dans une vie sociale avec un partage avec les autres. Et nous sommes tous des enfants de Lovecraft, des enfants de la science-fiction, à notre manière.